Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons d'un phénomène qui est en train de conquérir le monde, le deuxième long métrage cinéma du réalisateur de Whiplash, Damien Chazelle, La La Land. L'histoire, c'est celle de Sébastien, un jeune garçon qui est dans une ville que l'on peut nommer Los Angeles, qui aimerait devenir pianiste, mais qui a du mal parce qu'il n'adore que le jazz, et Mia, une jeune actrice qui bosse dans un café en plein milieu d'Hollywood, et qui voudrait elle aussi devenir actrice. Les deux ont deux rêves immenses, et ils vont croiser le chemin l'un de l'autre, et il va se passer quelque chose. Je ne dis pas ce que c'est. Encore une fois, vous vous dites que c'est tout vide là, qu'il manque quelque chose, qu'il manque quelqu'un. Et bien regardez, je vais tirer une nouvelle fois l'écran, et il y a Pauline de Perle-Navet qui débarque. Salut! Comment vas-tu, Pauline? Salut Valentin, très bien, merci à Bah toi. écoute, ça va plutôt bien, vu qu'on va parler d'un film assez croustillant. Donc le deuxième long métrage cinéma de Damien Chazelle, qui avait renversé tout le monde, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Pauline, avec Whiplash, qui avait un peu débarqué de nulle part en France parce qu'il y avait eu une pub assez catastrophique chez nous autour du film. Résultat, grâce aux Oscars, il a regagné un petit peu d'aura et il a conquis un petit peu plus de cœur dans la production française. Il est quand même allé jusqu'à 500 000 entrées. Et au final, donc, il débarque avec La La Land, là, La La Land qui, chez nous, à la base, devait sortir en novembre, mais puisque SND a vu le petit côté galvanisant du long métrage arriver, il s'est dit « Ah, on va décaler la sortie pour qu'il arrive juste avant les Oscars, pour qu'il puisse rester tout le temps à l'affiche, même après que les Oscars soient passés. » Et donc, résultat, il sort maintenant, et j'ai envie tout de suite de me tourner vers toi, Pauline. Qu'as-tu pensé de La La Land ? C'est vrai que l'attente autour de ce film était assez immense parce que déjà il y a cette affiche avec deux grands acteurs finalement qui sont Ryan Gosling et Emma Stone, qui sont un couple qu'on a déjà vu à l'écran et qui est quand même très apprécié, donc on va dire que la hype autour du film était quand même assez énorme. Et donc j'avais beaucoup d'attentes sur ce film et j'ai pas été déçue parce que j'ai vraiment passé un bon moment et que c'est un film qui a une atmosphère, une aura qu'on voit pas souvent. C'est exactement ça. C'est vrai que on est sur typiquement le genre de long métrage qui est forcé entre guillemets d'être un phénomène parce que ça sort du lot dans tous les films qui sortent actuellement en salle. On est sur un long métrage qui veut vraiment jouer avec des codes d'un vieux cinéma, mais les moderniser en apportant soit une esthétique, soit une manière d'utiliser la technique, soit un geste par le biais notamment, là on peut le dire parce que c'est vrai que c'était une question qu'on se posait, est-ce qu'on peut vraiment référencer La La Land dans le genre de la comédie musicale? Pas vraiment au final. Non, Ouais, parce c'est ça. que y a peut-être pas assez de chansons autour pour qu'on puisse vraiment le faire. Parce que moi je sais qu'en général je déteste les comédies musicales, je ne vais pas en voir ni ici, ni à Broadway, ni nulle part, c'est quelque chose qui m'embête profondément. Et je m'étais réconciliée un peu avec les comédies musicales au cinéma, avec notamment New York Melody, qui était je trouve un film très agréable à regarder, qui était en dehors des clichés et qui avait par exemple une bande originale que j'écoute encore maintenant. Et donc je pense que La La Land c'est plus dans cette veine là que dans la veine d'une vraie comédie musicale. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ah bah c'est exactement ça de toute façon. Enfin moi en fait quand je suis ressorti du film, c'est vrai que c'est un peu forcé. Dès la séquence d'intro, il plante le décor, c'est-à-dire à la fois un jeu avec la comédie musicale mais en même temps pas vraiment. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fasciné dès le début du long métrage et qui m'a donné envie de claquer des doigts mais pas trop non plus. C'est que dès la séquence d'intro, il pose son genre, il dit clairement « Regardez, ça va être musical, mais ça n'est pas une comédie musicale » parce qu'on va pas chanter tout au long du film, mais simplement dès cette intro, il nous plante voilà, une espèce de joie de vivre qui va englober le long métrage et qui va justement être douce amère, on le disait, lorsqu'on va arriver au fur et à mesure que le film se développe. Mais on est vraiment sur une comédie dramatique ponctuée par des notes de musique qui viennent apporter un peu de douceur dans un monde qui finalement est assez amer durant une bonne partie du long métrage, je trouve. C'est ça, parce que moi je suis même pas sûre que ce soit une comédie au fond. C'est pas si drôle que ça. C'est pas si drôle que ça, c'est pas là forcément pour faire rire. Après je trouve que c'est plutôt un film qui est un hommage à la fois à la musique et au cinéma qui sont, et ça se voyait déjà dans Whiplash, les deux grandes passions de Damien Chazelle. Et
Et il essaye d'englober tout ça, il essaye de faire un hommage qui soit un hommage enfin, vraiment à l'Hollywood des années 50 où la musique avait peut-être plus de place dans les films qu'elle en a maintenant et il allie vraiment ces deux arts qui finalement sont toujours très, très connectés et c'est plutôt un film qui est comme ça, un film sur les arts, j'arrête pas de dire le mot art, mais voilà, plutôt que ce qu'on pourrait appeler une comédie romantique. Ah, mais c'est exactement ça. Puis tu appuies le mot art, mais finalement, Oui. parce que c'est un grand film artistique, parce que au-delà de simplement être une comédie avec des accents musicaux et teintés de drame, c'est un film extrêmement artistique. Et ça, on le développera également quand on parlera un petit peu de la mise en scène et du montage. Mais pour moi, c'est un film qui utilise l'essence même du cinéma, qui se sert très peu justement d'un travail d'écriture qui serait surfait et qui réappuierait trop des clichés qui sont déjà mis en place dès le début du film, et qui justement utilise des outils artistiques à disposition, la couleur, l'image, le mouvement, la rythmique du montage, la dynamique avec les acteurs et avec la caméra, qui sert de tout ça pour créer un ensemble qui justement sort de l'ordinaire et apporte vraiment de la nouveauté, pas forcément dans le genre, mais dans la manière de le faire. Oui, parce que si on se base simplement sur l'histoire, sur l'intrigue, sur ce qui se passe vraiment dans le film, c'est finalement c'est finalement une histoire assez commune de gens qui vont à Hollywood pour réaliser leurs rêves, ou plus précisément à Los Angeles. C'est donc une histoire, bon, quand on voit de toute façon la bande-annonce du film, on voit déjà un peu de quoi ils vont en retourner. Et ça s'arrête finalement un peu là, mais la manière dont c'est traité, la manière dont ça va être amené, finalement, l'originalité des scènes dans leur décor et avec les quelques chansons du film, vont donner une touche de fraîcheur finalement à une histoire qu'on a déjà vue relativement souvent. Voilà. On peut tout de suite passer sur le scénario de Damien Chazelle. Donc, c'est la première fois qu'il écrit un scénario seul parce que donc son film de fin d'études qui avait été distribué en VOD chez nous, qui était un moyen métrage qui n'a pas forcément eu beaucoup d'écho. Puis ensuite Whiplash, il l'avait coécrit avec quelqu'un. Et donc là, La La Land, on sent que c'est son gros bébé. On sent que c'est son film, entre guillemets, qui veut montrer qu'il est capable de s'émanciper des personnes qui l'ont accompagné et qu'il est capable de faire un long métrage tout seul. Donc le scénario est ultra cliché, parce que il se place dans une certaine veine du cinéma américain, comédie musicale des années 50-60, même plutôt 40-50 que années 60. Et cette veine-là, montrée le plus souvent, et je pense dans le choix notamment de Mia, il veut clairement faire un écho à Chantons sous la pluie, et au personnage féminin principal de Chantons sous la pluie. Quand il place un personnage qui veut devenir pianiste, il place tout de suite des références à des acteurs comme Fred Astaire, qui voilà était très hésitant et qui avait du mal justement à se trouver une place au tout début quand il débarquait. Donc on sent qu'au-delà de l'hommage, il y a carrément de la référence à certains personnages qui l'ont inspiré dans le cinéma. Et par une référence qu'on n'évoque pas tant que ça et qui moi je trouve est ultra présente, mais c'est plus dans la mise en scène, je trouve qu'il y a un petit hommage quand même au Parapluie de Cherbourg. Mais ça on en parlera après, mais... Ah mais il a dit lui-même que ça faisait partie de ses références à lui et que c'était un de ses films préférés. Mais voilà, comme tu l'as pointé du doigt, l'écriture transcende pas forcément par de la nouveauté, en tout cas dans le placement des personnages. C'est plus dans le développement et la manière avec laquelle il essaye de jouer avec tous ces clichés, ces stéréotypes qui emmènent le film, que ça devient intéressant parce que, en soi, le placement des personnages, qui est donc le pianiste qui arrive pas du tout à percer parce qu'il veut rester ancré dans un genre, et l'actrice qui a très envie de percer mais dont on n'arrive pas à avoir le talent, c'est des trucs qu'on connaît par cœur. Ce qui est intéressant, c'est de justement montrer qu'on a un personnage qui est très renfermé sur lui-même et très renfermé sur le jazz, qui va devoir apprendre à s'ouvrir sur le monde, et de l'autre côté, voir une actrice qui, au contraire, est tellement ouverte qu'elle n'arrive pas du tout à se renfermer à un genre ou à une manière de faire, qui va devoir se renfermer pour arriver justement à bien voir à la fois le monde qu'elle veut conquérir et à la fois la personne qu'elle aime. C'est peut-être là en fait que le film est vraiment intéressant. Oui, malgré que finalement, dans le déroulement de ce qui va se passer, ça reste quelque chose qu'on a déjà souvent vu. Mais c'est une réflexion que je m'étais déjà fait pour Whiplash, où j'avais effectivement trouvé que dans la construction de l'histoire, c'était quelque chose... c'était le parcours initiatique d'un jeune homme qui était quand même relativement classique. Après, c'était la manière dont c'était... Bon, déjà, l'univers musical de l'orchestre et de la batterie, c'était ça, quelque chose d'inédit. Mais aussi dans la manière, finalement...
cinématographiquement comment c'était raconté. Là, c'était nouveau. Après, basiquement, dans la construction de ce qui se passe, c'était plus classique, mais sans être forcément dérangeant. Exactement. Alors, en fait, c'est peut-être ça ce qui change avec Damien Chazelle, c'est qu'en soi, c'est pas un cinéaste qui révolutionne le cinéma dans sa manière d'écrire, c'est simplement un cinéaste qui se sert des outils cinématographiques à disposition et à la disposition d'un auteur pour arriver à construire justement une œuvre d'une manière différente et arriver à se démarquer de la masse en justement se servant de ces outils cinématographiques comme personne. C'est-à-dire en se servant justement de la musicalité d'un récit, de ce qu'il peut apporter niveau énergie, de ce qu'il peut apporter au niveau de la rythmique. Et en fait, c'est ça qui marque dans La La Land. C'est qu'en soi, le récit est ultra classique, mais il est tellement bien rythmé que ces différentes étapes ne sonnent jamais comme trop longues ou trop courtes, ou mal équilibrées, ou mal référencées, ou mal amenées au sein du récit. Ça sonne toujours comme un espèce d'équilibre, comme un album en fait qu'on écouterait et où on se dirait chacune des chansons à la bonne place, au bon endroit, avec le bon temps, avec la bonne rythmique. Enfin, c'est un album qu'on écoute. Ouais, ça effectivement c'est très très bien fait, la manière dont sont amenées les différentes chansons, c'est jamais trop lourd, c'est jamais au mauvais moment, c'est toujours timé parfaitement, là elles doivent arriver pour cette raison et elles servent finalement au développement du récit, elles sont pas juste là pour écouler des bandes originales ou, ou là je ne sais pas ce que je veux dire, mais Même si ça va servir à écouler des bandes originales au final. À mon avis, la bande originale va se vendre à des millions d'exemplaires. Minimum. certainement, mais je veux dire elles ont leur place Ouais. dans l'histoire. Exactement. Non, non, mais oui. Mais en fait, c'est ça que tu mets en avant, c'est que les musiques, au final, ne sont pas là uniquement jetées en plein milieu, comme c'est par exemple le cas, allez, je prends un exemple où c'est un peu ça, comme avec La Reine des Neiges. Où pour moi, ça fait un peu la musique est jetée au milieu du film, comme ça, démerde-toi, prends-la. Là, on a l'impression en fait que les musiques servent entre guillemets, jalonner un chapitrage presque du long métrage, où chaque musique va avoir une symbolique et va dire ah, je sais pas, quand va y avoir telle musique, ça veut dire que le film va commencer. Quand va y avoir telle musique, ça veut dire que la jeune femme va se poser des questions. Quand va y avoir telle musique, ça veut dire que le jeune homme il va se poser des questions. Puis quand il y a telle musique, c'est le moment où ils se rencontrent. Puis quand il y a telle musique, c'est le moment où ils tombent amoureux. Enfin voilà, c'est pas uniquement des musiques qui sont là plantées au milieu du film pour dire on est une comédie musicale. C'est des musiques qui sont plantées là au milieu du film pour dire ceci est un film où la musique va servir de rythme au long métrage. Tout à fait. Parce qu'en plus, il y a un morceau qui est récurrent et qui, lui, je pense, symbolise un peu plus la relation que les deux personnages entretiennent. Et ça, c'est fort parce que finalement, je pense qu'on a à chaque fois seulement des bribes de ce morceau-là et que quand on finit le film, on a finalement eu tout le morceau. Oui, c'est vrai. Et qui, du coup, il vient ponctuer ce qui se passe. Exactement. Au niveau de la mise en scène, alors là, on va avoir beaucoup plus de choses à dire parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la mise en scène de Damien Chazelle parce que pour moi, alors je dirais pas que c'est un cinéaste qui est parfait, loin de là, il a encore beaucoup de choses à apprendre, mais il a compris quelque chose dans le cinéma qui pour moi est essentiel, et on l'a déjà précisé, c'est qu'un film, s'il veut être bien rythmé, il doit être musical. Et La La Land est l'essence même de ce que la musicalité d'un récit doit être au cinéma, je trouve. Et moi je trouve qu'il sait la filmer justement, parce que justement c'est quelqu'un qui la connaît tellement, parce qu'il est lui-même musicien, qu'il arrive à capter la puissance qu'elle a, et ça je trouve que c'est surtout dans la scène au début où Ryan Gosling joue seul du piano jazz dans un endroit où finalement il n'a pas le droit de faire la musique qu'il veut, et que là il y a une assez longue scène où il joue, et d'ailleurs où il joue vraiment, d'après ce que j'ai compris, qui est extrêmement puissante parce que il arrive à transmettre une certaine, je sais pas, l'émotion dans la main du pianiste, ça veut pas dire grand chose, mais c'était déjà quelque chose qu'il y avait dans Whiplash quand il y avait cette puissance de la batterie. Ben là c'est pareil, c'est la douceur, la délicatesse du pianiste, et c'est des choses que je trouve qu'on voit jamais dans les films qui traitent de la musique. C'est jamais aussi juste que comme lui le fait. C'est exactement ça, mais de toute façon, ça se voit dans la mise en scène de cette séquence-là, parce que tout est dans la longueur, là où Whiplash, justement, jouait beaucoup sur le montage, parce que la batterie, c'est quelque chose qui coupe, Très rythmé, qui tape, donc résultat, il se servait du montage pour aligner ça. Là, l'avantage, c'est que, vu que le piano, c'est quelque chose qui se fait sur la longueur, qui se fait sur le mouvement d'une main qui traverse un clavier, ce qu'il fait, c'est qu'il se sert de la longueur du plan pour accentuer ça, et au-delà de se servir de la longueur du plan pour accentuer ça,
il va carrément jusqu'à faire une balance de lumière en plein milieu de sa séquence, où d'un seul coup, tu as les lumières du bar qui vont se tamiser, pour laisser apparaître uniquement le piano en lumière très sombre, et avoir carrément cette grande douche qui va baigner Ryan Gosling et Sébastien en plein milieu de la pièce, et où là, hop, on va se rapprocher tout doucement, et là, on va voir ses mains. Et là, en fait, c'est que tu comprends qu'il a réussi à comprendre la musicalité du montage, c'est que il ne coupe pas son plan, il le laisse durer, parce que c'est comme ça que ça se joue avec le piano, et pas comme avec la batterie, comme tu l'as dit. Tout à fait. Et ça, je trouve que il n'y a que lui comme réalisateur qui arrive à le comprendre et le faire parce que justement, il la comprend intimement. Et donc, cette relation qu'il a lui-même avec la musique, cette passion qu'il a, il s'en utilise dans sa seconde passion qui est le cinéma, et c'est toute la force de ce réalisateur-là. Puis en plus, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est vrai que pour le coup, cette séquence-là, c'est tout un plan séquence. Mais avec la séquence d'intro, déjà, il pose un peu, c'est pas poli de dire ça, mais il pose un peu ses couilles sur la table en disant ouvertement avec sa séquence d'intro qu'il a envie de faire un truc monumental parce que sa séquence d'intro, c'est un plan séquence de 3 minutes qui traverse toute une rocade pour montrer des bagnoles, qui va s'arrêter sur une jeune femme, qui va suivre tout un paquet de danseurs, qui va les récupérer en hauteur et qui va les accompagner tout au long d'une chorégraphie immense qui fait sur carrément toute une immense rocade de Los Angeles. Je sais pas s'il a dû bloquer vraiment une rocade pour faire en sorte que tout le monde danse sur les toits des bagnoles. Mais sérieusement, dès la séquence d'intro, on sait qu'on va avoir un film musical, mais pas que, qui va être, ou qui va tenter d'être exceptionnel dans sa manière de concevoir le genre. Rapidement, moi je trouve aussi un point qui est assez important dans la mise en scène, on l'a un peu déjà évoqué, c'est le montage, qui est une complémentarité essentielle dans le cinéma de Damien Chazelle. Pour ceux qui ont vu Whiplash, de toute façon, ceux qui l'ont vu savent très bien que le montage de Whiplash lui a valu déjà un Oscar et surtout est un modèle de travail qui devrait être enseigné dans les écoles de cinéma, je trouve. Là, le montage en fait est très très bien utilisé parce que au-delà d'avoir des références donc dans la scénographie au Parapluie de Cherbourg, à Chantons sous la pluie, à Tous en scène, on a des références qui sont très solides et elles ont déjà été évoquées par plein de monde. Je pense que c'est pas obligatoire de les repréciser. Je trouve que dans le montage également, il y a un très joli travail parce que déjà il se sert de la musique de Justin Hurwitz pour ponctuer ces séquences. Des fois, en plein milieu d'une séquence musicale, il va être capable de s'arrêter pendant genre 30 secondes, de pas mettre de musique du tout et de laisser l'action se dérouler et ensuite de reprendre. Et au-delà de ça, il fait des très belles transitions qui peuvent sembler un petit peu surfaites, les transitions où il y a le fondu en noir qui va se faire par le biais d'un cercle qui va se réduire et qui va laisser l'écran en noir pour se rouvrir sur un détail et ensuite faire réapparaître l'action, les transitions en volée, toute la séquence quand le personnage de Mia arrive à la fête où tu as tous les effets, où tu vois les coupes de champagne qui se remplissent, où tu vois les grands titres, où tu vois les gens danser, etc. Ça, c'est des effets qui peuvent faire très pimpant, tape à l'œil, limite dégueulasse, mais ça passe au sein du film parce que c'est subtil et c'est amené de manière juste dans l'ordre du clin d'œil pour faire en sorte qu'on se dise ce mec a des références et au-delà de simplement y faire référence, il les utilise. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. On voit en fait à mon avis, bon, même moi je suis pas assez éduquée film des années 50 ou comédie musicale pour vraiment les voir, mais à mon avis il y a des symboles cachés absolument partout. Mais si c'est pour revenir à juste quelque chose de mise en scène, moi ce que j'ai vraiment aimé c'était quand même la photographie du film et toutes ces couleurs qu'il y a qui sont vraiment sublimes. Je trouve qu'il y avait des plans qui étaient d'un travaillé, notamment avec je pense que c'est l'aube et pas le crépuscule, mais l'aube sur Los Angeles. Enfin, il y a énormément de détails dans le film au niveau des couleurs, au niveau des robes que Mia porte, ou même des voitures qui sont là, ou des éléments qui sont dans chaque scène, qui donnent un côté extrêmement pop à tout ça, et qui était relativement agréable à regarder. Je sais pas ce que toi tu en penses, enfin, il y a même des papiers peints, des couleurs de certaines pièces, notamment dans une scène, bon on la voit dans la bande-annonce, alors on peut en parler sans spoiler, mais où ils se disputent, où le mur est une couleur verte assez étrange, qui donne en fait toute la tristesse à la scène, parce que justement le vert est en général une couleur, enfin on dit toujours que c'est la couleur de l'espoir, mais en général c'est plutôt la couleur d'une certaine mélancolie, et donc elle est là aussi finalement utilisée, et donc on voit qu'il y a un travail assez fou à ce niveau-là. De toute façon, ce film, moi j'arrive pas à lui trouver de points vraiment énormément négatifs, hormis peut-être les clichés qu'on a évoqués au niveau de l'écriture, mais sinon j'ai du mal
à me dire, il y a vraiment un énorme point où je me suis dit, là, il a foiré son coup. En fait, moi j'ai eu l'impression que le film, c'était. Qu'il était sur un fil au-dessus d'une mer de niaiseries et de guimauves et de trucs cheesy, si tu vois ce que je veux dire. Il est au-dessus, il marche sur le film, et en fait, sur le fil, et jamais il ne tombe dedans. C'est-à-dire que même en étant. Enfin, ça aurait pu être un truc extrêmement niais, extrêmement bateau, finalement, ouais, plein de clichés et plein de références un peu lourdes, et en fait. Ça ne devient jamais ça, ça reste parfaitement maîtrisé dans ce qu'il veut montrer et ça tombe pas dans les travers et pourtant il y en avait tout autour mais ça reste en dehors. Exactement. Exactement. C'est bien dit, on va rester là-dessus sur la mise en scène. On n'arrivera pas à faire mieux. Le casting, qui est quand même assez monumental, même si forcément on retient du long métrage surtout que les deux acteurs principaux. Rapidement, dans les deux rôles secondaires qu'on a trouvé marquants, il y a J.K. Simmons qui fait un... Moi je trouve que c'est un caméo, toi tu trouves que c'est plutôt un rôle secondaire. Un clin d'œil. Après, Ouais, est-ce qu'un caméo est certainement un clin d'œil, mais pour moi un caméo c'est quand c'est une présence qui ne parle pas, qui fait que passer ou qui a vraiment juste une réplique alors que lui en a un peu plus, mais après ça c'est une définition de caméo, je sais pas si la mienne est exacte. Voilà, il y a John Legend aussi qui joue donc un responsable d'un groupe auquel va participer le personnage de Sébastien, qui lui est bien, pas extraordinaire, mais tu sens qu'il y a un certain investissement, même si dans un sens il joue un peu son propre rôle, puisqu'il joue le rôle d'un leader de groupe musical, ce qu'il est dans la vraie vie. Donc en soi, c'est pas vraiment une interprétation, c'est plus un rôle introspectif. Oui, c'est pas un rôle de composition quoi. Voilà. Mais forcément, le long métrage, si on le retient, c'est parce qu'il y a Ryan Gosling et Emma Stone en tête. Donc comme tu l'avais dit en début de chronique, ils ont déjà joué ensemble dans Crazy Stupid Love et dans Gangster Squad, où ils avaient également des relations amoureuses. Oui. Visiblement, les gens ne les voient que comme ça. Ils pourront jamais camper de best friends ou de potes juste qu'ils se voient comme ça. Ils seront tout le temps en relation amoureuse. Ça serait dommage, ils vont bien ensemble, mais c'était pas eux le casting à la base. C'est vrai, c'était Miles Teller et Emma Watson. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, et Emma Watson a préféré aller faire La Belle et la Bête, et Miles Teller s'est disputé avec Damien Chazelle, alors il a pas eu droit. Mais pour le coup, on regrette pas quand même, parce que Ryan Gosling et Emma Stone arrivent vraiment bien à camper le film. Et puis, tu l'as dit toi-même, les séquences avec le piano, Ryan Gosling les a bossées pendant plus de 6 mois pour faire en sorte que justement, ils puissent vraiment jouer du piano et que les séquences soient encore plus réelles. Ils ont eu des cours de comédie musicale, ils ont eu des cours de chorégraphie, ils ont vraiment bossé leur truc à fond, ils ont travaillé leur voix, ils chantent vraiment dans le film. Enfin, il y a un vrai investissement, ça se ressent du début à la fin et ça rend vraiment bien parce que ça apporte une véracité immense à toute leur romance. Ah oui, complètement. Mais même ils sont crédibles en couple amoureux, ils ont quelque chose, alors je sais pas si c'est qu'ils vont bien physiquement ensemble ou quoi que ce soit, ou s'ils sont vraiment proches dans la vraie vie, ce qui doit être le cas à mon avis, mais il y a une sorte d'alchimie entre eux qui fait que c'est extrêmement crédible et qui fait que le spectateur a envie de les voir ensemble et a vraiment envie de croire au fait que ça puisse être un vrai couple. Enfin voilà, ça rend quelque chose de crédible et c'est un peu le Uber couple de Hollywood en ce moment en termes de duo artistique qui vont très bien ensemble. Et ben voilà, moi je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour, donc au final, qu'est-ce que tu en gardes de La La Land, Pauline ? Une très belle expérience je pense, et je pense que ça plaira au plus grand nombre, et j'ai personnellement apprécié la fin, qui m'a beaucoup plu. Alors ce sera peut-être ça, pas le cas pour tout le monde, mais pour moi elle reste quelque chose de très juste, et elle m'a fait encore plus apprécier le film je pense. Et... La fin, pour la fin, je suis tombé amoureux de ce film. Elle a raison Pauline, la fin du film est immense et cristallise toute l'émotion et tout ce que le long métrage veut faire ressentir. C'est-à-dire quelque chose d'à la fois doux et à la fois amer. Elle m'a personnellement tiré les larmes. Donc, moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié, malgré qu'on ait dit souvent que ça allait être certainement un feel-good movie, etc. C'en est pas vraiment un, mais c'est d'autant plus beau et d'autant plus fort et d'autant plus agréable à regarder finalement, parce que, encore une fois... Même si j'ai trouvé que toute la construction du film était très classique, cette fin, elle redore un peu le blason à tout ça parce que justement, elle est hors des clichés cette fois-ci. Et elle est extrêmement belle et extrêmement juste. Voilà, à l'image d'un film
extrêmement beau et extrêmement juste. Pour moi, c'est ce qu'est La La Land de Damien Chazelle, qui, à mon avis, va faire de très grandes choses s'il reste dans cette veine-là de son cinéma et s'il ne perd pas du bout du doigt cette idée de mélanger musique et cinéma. Voilà. Malgré la forte attente, je pense que nous n'avons pas été déçus. Exactement. Merci Pauline Merci Valentin d'avoir participé à cette vidéo. Merci de m'avoir invité. Donc je rappelle, ta chaîne c'est Perlou Navet. Je mettrai le lien dans la description et puis à la fin de la vidéo, vous aurez une petite vignette pour aller regarder tout son travail. Elle bosse beaucoup et elle est régulière, ce qui est tellement rare sur YouTube que c'est bien de le préciser. Mais pas aussi prolixe ni régulière que toi. Oui, mais moi c'est différent. Moi, j'appelle pas ça prolixe, j'appelle ça balancer des vidéos avec panache sur internet et croiser les doigts pour que ça marche. Eh ben, Voilà. merci à tous alors, et puis encore une fois, merci à toi Valentin. Et allez voir La La Land, Yes. ça vaut le coup. Ouais, allez voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment. À plus. Salut!